Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur le no-code. Alors dans cet épisode, je discute avec Guillaume Declercq de productivité et de no-code, mon sujet préféré. Et oui, parce que Guillaume, c'est à la fois le créateur de la marque Loom, pour laquelle il a entièrement automatisé toute l'expérience client et la logistique grâce au no-code, et aussi c'est le co-auteur de la 25e heure, notre livre préféré sur la productivité. Donc en gros, ça fait un épisode riche et passionnant avec un autre entrepreneur qui a fait le choix de se passer de CTO, un peu dans la continuité de notre épisode précédent avec Charles de Commit. Allez, on y va. Salut Guillaume. Salut Alexis. Merci de me recevoir ici à Station F pour pouvoir discuter un petit peu de no-code, c'est le sujet du podcast, et puis surtout de ton parcours, de ce qui t'a amené au no-code, de ta vision, et puis aussi de la productivité évidemment, puisque tu es le co-auteur de la 25e heure, un de nos livres fétiches qu'on offre à tous les gens qui participent à nos formations. On pense que c'est vraiment un bon moyen de les aider à profiter au mieux de la formation, puisqu'ils vont être plus productifs. Je vais pas dire le contraire. Alors, écoute, on va commencer tout de suite avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ce que je te propose, c'est de te présenter. Bien sûr, pour mon parcours, j'ai d'abord cofondé un média qui s'appelle Merci Alfred, au sein d'une start-up plus connue qui s'appelle My Little Paris. Et en fait, au départ, on était un média assez ciblé. En gros, on faisait des bons plans pour mecs à Paris. Et puis après, petit à petit, on a commencé à partager de plus en plus de choses qui nous intéressaient, qui nous enthousiasmaient. Et donc, on a commencé à parler d'alimentation, de bonheur, d'amour. Ça s'appelait les topos. Et ça, c'est ça qui, à un moment donné, nous a fait le plus connaître. Et petit à petit, on a développé une grosse communauté. On avait plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et à un moment donné, on a fait une vente événementielle d'habits. C'était une chemise au départ, la chemise parfaite. Et en fait, quand on a lancé cette vente événementielle, on en a vendu 1000 en fait en 1 ou 2 jours. Et là, on s'est dit c'est marrant, il y a quelque chose. Quand on essaie d'expliquer aux gens ce qu'est vraiment la qualité d'une fringue, en fait, ils sont hyper à l'écoute parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas du tout d'offres là-dessus. Et donc petit à petit, on a remonté le fil, on était voir les fournisseurs. Et là, dès qu'on parlait de qualité, eux, en gros, ils nous répondaient par nouveauté. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un peu toute une industrie qui tournait à l'envers, l'industrie de la mode. Et donc, on a commencé à penser non plus en termes de collection, mais peut-être en termes de génération, d'amélioration incrémentale de tous nos habits. Et puis, elle s'engageait de plus en plus, devenir de plus en plus militant, parce qu'il y avait un énorme problème de surproduction, de surconsommation. Enfin, il y a toujours dans cette industrie. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une marque militante qui défend des vêtements vraiment durables. Donc, durables à la fois, au sens qui durent longtemps, qui tiennent longtemps, et puis durable dans le sens durable et responsable pour la planète avec beaucoup d'engagement sur ce sujet. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et puis, en parallèle, comme tu me disais, j'avais écrit avec mes deux amis et co-auteurs, Bao et Jérôme, un livre qui s'appelle La 25e heure. Alors avant de vraiment plonger dans les détails de Loom et de comment vous fonctionnez, puisqu'il y a beaucoup de no-code là-dedans et c'est ça qui va nous intéresser, je voulais juste savoir quel était ton background, un peu tes études, ce que tu as envie d'en dire, et surtout la question qui m'intéresse, est-ce que tu as un background technique, notamment c'est souvent la question qu'on se pose, un peu l'accès au no-code. Non, pas du tout de background technique. Quand j'étais gamin, quand j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai un peu geeké, j'ai bidouillé du HTML, du CSS pour faire apparaître des petits Hello World et voilà, il y avait toujours ce côté un peu magique. Cela dit, après j'ai pas poussé ces compétences vraiment techniques, mais en revanche, ma conviction sur le no-code, c'est que en fait la syntaxe c'est pas important, quoi. Ce qui compte, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et en revanche, mes études m'ont permis de le faire parce que j'ai fait des maths, j'ai fait de la philo, j'ai fait une prépa, une école de commerce. Donc c'est ça, en fait, c'est ça qu'on développe et c'est ça le plus important. C'est ça qui crée aujourd'hui, qui a vraiment le plus de valeur. La syntaxe, c'est vraiment secondaire, quoi. C'est presque la traduction d'une pensée abstraite qu'on peut avoir. Donc cette capacité à résoudre des problèmes, à énoncer un problème clairement, à itérer sur des solutions, ensuite à essayer de penser des solutions qui marchent à petite échelle, puis les complexifier petit à petit. Enfin, tout ce genre de démarche
C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que pour moi, le no-code a vraiment un énorme avenir. Donc c'est pas mal une question de mindset, quoi, finalement. C'est un peu ce que tu dis. Ouais, exactement. Ouais, exactement. C'est pas une question. Il y a pas. Enfin, c'est une question de comment on approche un problème plus que comment on va écrire des lignes de code en Python ou en C++, quoi. Ouais, je pense que c'est quelque chose aussi d'ailleurs qui transparaît un peu dans votre livre, sur la productivité aussi, c'est ça, c'est se mettre dans un état d'esprit, il y a de la technique, il y a des choses, et puis Ouais, totalement, il y a d'abord un déclic à avoir, et puis après on déroule. Dernière question avant de passer à Loom, ouais. Est-ce que dans tes premières aventures entrepreneuriales, il y avait du no-code ? Alors, moi quelque part j'ai été consultant pendant 2-3 ans, tout début de ma carrière, si je peux exprimer les choses comme ça. Et oui, il y avait quelque part du no-code puisqu'on faisait de l'Excel. Et on faisait beaucoup d'Excel. Et l'Excel, c'est la meilleure approche du no-code, quoi. Donc concrètement, on te dit, il faut calculer un KPI pour compter le nombre de pièces produites par an dans cette usine. Et là, tu vas aller agréger des données, essayer de comprendre. Voilà. Et ça, c'est typiquement l'approche que tu dois avoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Google Sheets, c'est souvent une brique importante des outils no-code. Donc oui, j'ai appris le no-code dans cette mesure-là. Après, sur Merci Alfred, moins parce qu'il n'y avait pas d'Excel. Et quelque part, les outils n'étaient pas prêts, puisque moi, j'ai lancé vraiment Loom il y a, on va dire 2 ans, avec mon associé Julia. Du coup, du coup, là, c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir les outils no-code prêts à être utilisés. Et avant, c'était pas le cas. Donc là, on est au début d'une nouvelle ère. Ok, on a un peu le même sentiment. Ok, passons à Loom. Donc, tu t'as présenté un petit peu tout à l'heure votre activité. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quoi est-ce que vous utilisez le no-code ? Et avant de dire ça, déjà, est-ce que vous avez une équipe technique qui un petit peu, c'est quoi votre staff ? Alors non, on a fait le choix donc de ne pas avoir d'équipe technique. Aujourd'hui, on est que 3, là, bientôt 5, c'est une toute petite équipe. Mais on sait qu'on n'aura jamais de CTO parce que nous, on est une entreprise, on fait avant tout du e-commerce. Et dans le e-commerce, qui a de la valeur, c'est pas du tout ta plateforme informatique en tout cas, nous, ce qu'on appelle le produit, c'est pas le site internet. Le produit, c'est vraiment le produit physique, c'est le vêtement. Et puis après, notre capacité à communiquer. Et donc, dans cette mesure-là, on s'est dit que c'était quelque chose qui aurait été un peu c'est pas là où est notre création de valeur. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir que des gens qui sont des profils généralistes, mais pas techniques. Du coup, donc le no-code là-dedans, effectivement, comme tu disais, donc, je suppose que vous avez un site e-commerce qui vous permet de vendre. Et le no-code, il vient comment là-dedans ? Alors, donc il y a pas mal de choses qu'on fait en no-code aujourd'hui. La première chose assez basique, c'est que nous, quand on a quitté au départ, Loom était un peu un projet de Merci Alfred au départ, et à un moment donné, du coup, on a pris notre indépendance. Et donc, on a pris aussi notre indépendance technique. Donc, il a fallu à un moment donné de gérer nous-mêmes, par exemple, nos flux logistiques. Et là, c'était assez intéressant parce que ce que des devs avaient mis plusieurs mois à développer un système complexe d'échanges logistiques en PHP, etc., à un moment donné, nous, on s'est trouvé avec une forte contrainte, c'est qu'en gros, il nous restait 2-3 semaines pour rapatrier ces échanges logistiques chez nous sur une plateforme interne sans dev, quoi. Et donc, en fait, c'est là souvent la créativité d'être la contrainte. Et donc là, j'ai commencé à me dire que j'allais le faire tout seul. Et j'ai trouvé un outil dont on pourra reparler après qui s'appelle Integromat. Et en 2 semaines, j'ai développé notre système d'échange logistique qui dialoguait du coup avec notre entrepôt. Qui consiste en quoi un petit peu pour résumer ? En gros, tu prends toutes les commandes de ton site, tu les traduis dans une base de données, tu la déposes sur un FTP. Chez ton entrepôt, et puis après tu récupères plusieurs fois par jour ton FTP pour envoyer des liens de tracking à tes clients, etc. En gros, schématiquement, c'est ça. Enfin, ça a l'air simple comme ça. Après, bien sûr, il y a plein de subtilités là-dedans, un peu techniques. Mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que, en gros, quand on a fait le switch, du jour au lendemain, c'est passé chez nous et ça marchait hyper bien. Et les devs ont un peu halluciné, quoi, parce que il y a ce truc, surtout c'était il y a 2 ans, donc on parlait encore moins du no-code. Et en fait, ça marchait parfaitement. La vérité, c'est que ça marchait mieux parce que du coup, on a pu en prendre en compte vraiment toutes nos contraintes et à l'intérieur du système. Donc ça, c'est la première chose qu'on a développée. Puis après, derrière, quand on a compris qu'on pouvait faire ça, on s'est dit on va aller un peu plus loin.
Et donc, on a développé, en fait, nous, tous nos systèmes d'expérience client avec du no-code. Donc, typiquement, ça a l'air con, mais tout notre système de retour et d'échange, aujourd'hui, sur 90% des sites de e-commerce, tu veux faire un échange, en fait, tu vas renvoyer ton produit, tu vas attendre qu'on te le rembourse, et puis après, tu vas pouvoir repasser une commande avec ton argent. C'est ça un échange en e-commerce. Alors que nous, non, en no-code, ce qu'on a fait, c'est tu veux faire un échange, tu vas sur le site, on te donne un code cadeau pour aller passer ta commande immédiatement, ta commande d'échange, et puis après, nous, on détecte quand on reçoit le colis à l'entrepôt, et puis c'est à ce moment-là qu'on autorise l'échange à partir. Donc, ce genre de choses, par exemple, on a fait. Le colis de retour, c'est ça? Voilà, exactement, le colis de retour, ouais. Ce qu'on a fait aussi, c'est que par exemple, on a tout un système de suivi de l'expérience client après son achat. Donc typiquement, quand il reçoit les colis chez lui, on détecte via Colissimo qu'il vient de le recevoir, on lui envoie à ce moment-là des conseils d'entretien. Ensuite, un mois après, on lui demande comment on pourrait améliorer le produit parce qu'il a un peu testé. Puis un an après, on lui demande alors maintenant comment il a vieilli, etc., etc. Enfin, c'est des choses qui sont assez spécifiques à nous, qui n'existent pas du tout sur étagère, mais en fait qui sont ultra simples à développer en no-code. Et donc, on a un système expérience client aujourd'hui qui est largement au-dessus de ce que tu peux trouver ailleurs, alors que ça demande quasiment aucune compétence. En fait, le fait que vous ayez la main sur vraiment tout ce système a fait que vous avez pu l'adapter exactement à vos besoins, si je comprends bien, et inventer un peu votre expérience client. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, nous, on est à la fois en gros donneur de brief et en même temps exécutant. Donc en gros, dès qu'on a la moindre idée, en fait, il y a aucune friction sur le développement, quoi. C'est-à-dire qu'on a une idée, on la teste en 3 clics. Je veux dire, c'est juste tu rajoutes un module sur un scénario et c'est parti. Donc c'est extrêmement puissant. Ok, alors justement pour rentrer un petit peu dans les détails de la technique, parce que ça nous intéresse aussi. Donc tu mentionnais que vous utilisez Integromat pour tout ce qui est automatisation. Est-ce que ça, c'est un peu le cœur finalement de... Et alors par exemple, je suis curieux de savoir comment vous faites pour savoir que Colissimo, que le colis est bien arrivé par exemple. Alors, en gros, pour donner un peu les outils qu'on utilise, donc en effet, Integromat, c'est un peu le cœur, c'est ce qui va lier, c'est un peu un équivalent de Zapier qui va lier tous les différents outils qu'on a. Donc les principaux outils, c'est en gros Shopify qui est notre plateforme de... En gros, on prend les meilleurs outils de chaque domaine et puis après, on les fait dialoguer entre eux. Donc tu prends Shopify pour ton e-commerce. Côté utilisateur, en termes de formulaire, quand quelqu'un veut faire une demande de retour d'échange, c'est Typeform. Alors, ça aurait pu être par exemple Bubble ou Webflow, mais je ne savais pas que ça existait à l'époque, donc on a fait sur Typeform. Côté admin, nous, du coup, équipe Loom, c'est des Google Sheets. L'avantage, c'est que tout le monde sait les utiliser très bien, que c'est ultra rapide, ça marche très bien. Et puis après, côté entrepôt, c'est des FTP. Et ensuite, au-delà de ça, comme tu mentionnais, par exemple, on peut interroger la poste. Donc là, on rajoute quelques outils externes, quelques API. Donc typiquement, l'API Colissimo. Donc c'est assez simple, hein, l'API Colissimo, c'est que tu vas checker tous les matins si l'ensemble de tes colis qui sont partis ont été bien reçus. Tu détectes ceux qui ont été effectivement reçus. Et puis là, tu envoies un mail. C'est juste un scénario qui tourne une fois par jour. Okay. Donc, ils n'ont pas d'intégration dans Integromat directement. Par contre, grâce à l'API, tu vas pouvoir l'interroger. Exactement. Il n'y a pas... Aujourd'hui, oui, dans Integromat, tu vas avoir, je pense, à mon avis, tu as quand même des milliers d'outils qui sont déjà... 10 000 à peu près. Voilà. Ouais, bon, voilà. Mais après, forcément, dès que tu parles de la pause Colissimo, c'est jamais les premiers qui vont avoir leurs API. Mais c'est hyper simple ensuite. C'est hyper simple. Tu regardes la doc. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'une API, je pense, il y a 2 ans. Mais maintenant, c'est un peu ma question, justement. Parce que des fois, ça peut faire peur aux gens, je pense. Côté, c'est ça qui est appréciable des fois avec Zapier. On reviendra un peu sur la différence. Mais il y a énormément d'intégration. Je ne pense pas qu'il y ait Colissimo non plus. Ouais. Mais les gens, c'est normal, ça devient un peu technique quand on va s'intégrer avec une API existante. Là, tu dis, tu n'as pas eu spécialement le... Non, franchement, une fois que tu as compris la mécanique, allez, tu mets 2-3 heures à vraiment comprendre comment ça marche, et après, tu te sens tout puissant, quoi. Tu dis, mais je peux aller dans la doc de n'importe quelle API, comprendre comment ça marche, et dialoguer avec n'importe quel outil du monde. Et par curiosité, la doc de Colissimo, elle est clean ? Non, non, elle est pourrie. Non. De Colissimo, en l'occurrence, c'est pas évident. Pour le coup, je me suis pas mal pris la tête. Parfois, j'ai l'impression d'avoir, vraiment que c'est au bout de 50 essais d'avoir trouvé la solution magique, mais par hasard, quoi. Non, la doc est vraiment pourrie.
Donc, ça, c'est vrai que les API, de toute façon, tout repose là-dessus, quoi. C'est vraiment... Exactement. Ok, il y a un truc que j'ai noté de ce que tu disais qui m'a bien plu, c'est vous utilisez tous les vraiment des outils de dernière génération, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment les outils no-code. Et à chaque fois, les meilleurs de chaque catégorie, quoi. Oui. Et là, quand tu disais, par exemple, pour le formulaire, moi, je pense que vraiment, le meilleur outil pour faire des formulaires, c'est Typeform. Oui. Tu vois, donc effectivement, Webflow ou Bubble pourraient faire le travail, mais finalement, Typeform, c'est celui qui est le plus adapté, quoi. Sauf, oui. Est-ce que tu vois une limite, justement? Ouais, si, clairement. D'ailleurs, j'aurais écrit pour leur dire, j'ai même discuté avec eux. Je pense que dans la perspective du no-code, Typeform un peu de l'or entre les mains, c'est-à-dire qu'il pourrait devenir, en plus de tout ce qu'ils font aujourd'hui, en gros, un élément central de plein de startups qui utilisent du no-code. Le problème, c'est que tu peux intégrer des variables dans les questions, mais pas dans les réponses. Alors, ça paraît con, mais en fait, du coup, ça limite fortement ta customisation. Donc, tu peux le faire. Donc, j'ai trouvé, c'est plus des petits détours éditoriaux pour réussir à quand même faire ce que je voulais, mais c'est pas évident. C'est pour ça que je me dis, donc soit ils changent, mais je me dis ça me paraît pas sorcier qu'ils changent, mais c'est juste après c'est une question de stratégie, hein. C'est peut-être pas du tout leur stratégie et fine, mais du coup peut-être que Bubble et Webflow pourraient être pas mal. Ouais, bah c'est sûr que Bubble étant complètement générique, tu pourrais forcément faire. Après, tu passerais aussi plus de temps. Ouais, certainement. Mais ouais, non, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres outils dans votre stack no-code Non, franchement, après on utilise par Mailjet, un peu d'Airtable, des choses comme ça, de temps en temps, mais c'est pas les outils principaux, quoi. Et est-ce qu'il y a des outils qui te manqueraient alors? Est-ce qu'il y en a qui n'existent pas, tu vois? Ou est-ce que là, globalement, votre stack elle va être complète ou à des petites choses près, comme tu disais sur Typeform? Non, franchement, c'est juste quelques adaptations. Non, pour reparler d'Integromat, ce qui est vraiment génial, c'est que Zapier va te permettre d'automatiser certains process isolés les uns des autres, alors que ce que va avoir Integromat, c'est un système interne de base de données. Donc ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que Zapier, c'est presque un jouet à côté d'Integromat, puisque Integromat permet de bâtir du coup l'ensemble d'un système d'information, ce que ne permet pas du tout Zapier. Ou alors de façon ultra détournée, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc quand tu as des bases de données internes, moi concrètement, j'ai mes bases commandes, mes bases clients, mes bases retours qui sont à l'intérieur, donc je peux les faire dialoguer les unes avec les autres. Et donc c'est pour ça que par exemple, si je reçois un colis retour à mon entrepôt, je peux flaguer la commande pour autoriser une commande à descendre. Et ce que tu pourrais faire beaucoup plus difficilement avec Zapier. Ok, c'est intéressant parce que ça, je pense que c'est une fonctionnalité que les gens ne connaissent pas forcément d'Integromat. Honnêtement, je la connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait avoir des bases de données. Et ça change tout, vraiment ça change tout. En fait, ça veut dire que tu peux vraiment faire un système d'information. Ok, non, c'est hyper intéressant parce qu'on les compare énormément. Nous, on voit que dans un peu l'écosystème no-code, Integromat commence à avoir un peu la faveur un peu du noyau dur des no-codeurs et tout ça. Et donc, mais après, je vais dire aussi pourquoi. Et je pense que même si l'image authentée aujourd'hui, on peut dire qu'ils vont être à peu près, ils vont essayer d'être, sur certains aspects, ils vont être à peu près au même niveau. Mais juste la stratégie d'Integromat me paraît beaucoup plus saine. Eux, concrètement, donc ils ont une stratégie de croissance lente. Non, ils n'ont pas levé de fonds. Zapier non plus. J'arrête la comparaison. Alors, je ne savais pas pour Zapier. En tout cas, eux, ils le défendent beaucoup Integromat en disant que ils vont du coup exclusivement miser sur le produit. Et attendre que les utilisateurs... Donc, ils ne dépensent rien en marketing non plus. Ils attendent juste que les utilisateurs arrivent seuls. Et donc, en effet, quand tu compares, après, c'est souvent dans les détails que tu vois la différence. Mais vraiment, chaque détail est ultra soigné. Et tu dis, mais ils ont pensé à ça. Voilà, c'est ça. C'est juste sur le long terme. Je pense que... ma prédiction, c'est que ça va... je pense que cet outil, ou peut-être en tout cas un outil similaire, ça peut vraiment devenir énorme dans les années qui viennent. Moi, je pense qu'effectivement, Zapier est beaucoup plus grand public dans un sens. Ouais. Une des différences que moi j'ai noté aussi, c'est sur leur modèle de pricing. Oui. Et c'est vrai que je préfère celle d'Integromat. Je trouve qu'elle est beaucoup plus déjà simple à comprendre. Qui se base sur les tâches. C'est juste des modèles. Il n'y a pas, t'as accès directement à l'ensemble des intégrations, aux multi-étapes.
Ça, c'est quand même un des trucs que je trouve pas très cool avec Zapier, c'est qu'il faut payer pour commencer à pouvoir faire des apps en plusieurs étapes, quoi. Donc, oui, je suis d'accord. De manière générale, il y a un modèle de pricing sur les SaaS qui est assez mal foutu aujourd'hui en général, c'est-à-dire qu'ils te font passer artificiellement d'un forfait à l'autre. Enfin, en gros, ils te bloquent artificiellement des fonctionnalités pour que tu passes en premium. Et ce qui est un peu absurde d'une certaine manière, parce que en tant que consommateur, tu dis mais c'est artificiel. Alors que si on te fait payer à un certain nombre d'opérations, c'est plus logique pour le consommateur. Et puis c'est aussi beaucoup plus logique même de la part, en termes de business, de la part du SaaS, parce qu'ils sont certains que d'un seul coup, dès le départ, leur outil, les utilisateurs peuvent tout tester et donc vraiment être un peu hookés au produit, quoi. Ouais, non, carrément. Et donc tu me disais qu'ils sont tchèques, c'est ça? Ouais, ils sont tchèques. Comme il y a toute une base de belles startups en Europe de l'Est qui commencent à naître. Il va falloir qu'on investigue un peu ça et voir si on arrive fédérer un peu le mouvement no-code français, français européen surtout. Ça serait beau. On aimerait bien qu'il y ait une no-code conf comme il y a eu là à San Francisco, qu'il y en ait une en Europe, pour être assez chouette. Ok, juste un petit peu quel futur tu disais que tout ça allait prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que tu vois un petit peu comme futur pour le no-code et puis l'entrepreneuriat là-dedans aussi, parce que tout ça est très lié, quoi. Donc il y a les développeurs dans le monde, c'est à peu près 0,2% de la population. Alors qu'aujourd'hui, la plupart ou beaucoup en tout cas d'entreprises qui se créent ont besoin de code et de développement. Donc en fait, c'est un énorme goulot d'étranglement, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a aujourd'hui besoin des développeurs. Or, pour moi, il n'y a pas de corrélation stricte entre capacité à connaître de la syntaxe et capacité à réfléchir à un problème, à avoir cette capacité d'abstraction. Il y en a forcément une petite. Je veux dire, quand tu deviens développeur, c'est que j'imagine que tu as quand même, en tout cas pour certains, une vraie capacité à résoudre des problèmes ou avoir au moins envie de le faire. Mais donc, c'est-à-dire que si tu fais sauter ce goulot d'étranglement avec du no-code, c'est que tu permets presque à 100% de la population de devenir entrepreneur, de créer son entreprise. Et donc, ça, en fait, ça change tout, quoi. Donc, ça multiplie peut-être en théorie, par 500 la possibilité créative du monde. Et je trouve intéressant aussi votre exemple parce que, alors certes, vous êtes un produit e-commerce, votre produit, c'est comme tu dis, vraiment vos vêtements, mais vous vendez en ligne. Est-ce que vous vendez d'ailleurs en physique, peut-être? On commence un tout petit peu à le faire, ça va se développer, mais c'est marginal. D'accord, mais je trouve ça intéressant dans le sens où, surtout sur le sujet de l'automatisation, des outils que tu as mentionnés, ça s'adapte à énormément de cas d'usage d'entrepreneurs, quoi. Et beaucoup de PME actuelles qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec le numérique, même si globalement de toute façon aujourd'hui tout le monde a un site web, etc., va pouvoir utiliser ça pour automatiser des process, se faciliter la vie, et aussi devenir plus productif, qui sera un peu la suite de la discussion. Oui, c'est pas réservé en tout cas, parce que nous on se revendique pas être une start-up, on se revendique être une PME, donc effectivement tu as raison, ça va largement au-delà du monde de la tech. Alors pour justement aborder un peu ton autre expertise, donc la productivité, un petit peu au sens large. Qu'est-ce que tu vois un petit peu comme outils no-code peuvent permettre aux gens d'améliorer leur productivité? Nous, après on développe des petits à côté. Alors au-delà de notre cœur de métier, on fait des petits trucs, des petits développements no-code tout con quand on s'aperçoit qu'on doit faire souvent la même chose et que ça nous embête un peu. Donc typiquement, on reçoit une facture, il faut la mettre dans le bon dossier. Là, non, on forward un email et puis ça va aller dans le bon dossier automatiquement. Et puis s'il n'y a pas de pièce jointe, ça va faire un screenshot du mail, ça va la mettre aussi dedans. Enfin là, c'est des petites choses comme ça qui aident pas mal au quotidien. Après, cela dit, sur la productivité personnelle, il y a quand même, en vrai, la vérité, c'est que énormément d'outils qui se sont développés avec des usages. Enfin, je veux dire, quand tu es une entreprise, la diversité des besoins métiers est extrêmement diverse, donc c'est normal que tu aies besoin du no-code et de flux particuliers et de définir tes propres flux et scénarios. Pour ta productivité personnelle, en réalité, il y a quand même beaucoup d'outils sur étagère pour le coup qui existent. Moi, je sais pas, par exemple, je veux dire, un outil que j'utilise tout le temps dans l'équipe tout le temps, Mixmax, pour gérer tes emails, tu dois connaître. Donc tu peux, il y a plein, c'est relancer à quelqu'un qui t'a pas encore répondu ou envoyer un email plus tard, ce genre de choses. Et ça, voilà.
Sur la productivité, c'est peut-être beaucoup aussi de petits outils très ciblés en fait qui facilitent la vie, quoi. Ouais. Et moins justement des outils un peu génériques. Oui, exactement. Après, il faut avoir la curiosité d'aller chercher. Voilà, c'est plus encore une fois une question d'état d'esprit. Aller toi-même chercher l'outil qui va répondre à ton besoin, mais dans la plupart des cas, il existe. Et alors, est-ce que tu aurais 3 conseils vraiment, si c'est parmi tous les nombreux qu'il y a dans votre livre, à destination des entrepreneurs? Alors, normalement, je dis souvent apprenez à dire non, qui est le premier conseil que je vous ai donné, qui est hyper utile. En réalité, si tu es vraiment entrepreneur au tout début de ton aventure, c'est peut-être un peu moins le cas, parce que là, il faut dire beaucoup oui, c'est-à-dire qu'il faut déclencher un maximum d'opportunités. Le dire non viendra plus tard. Donc, pour donner 3 conseils, alors, le premier qui est vraiment incontournable, dont on parle pas mal dans le livre, mais c'est ce que j'appelle la règle des 3 tâches. C'est-à-dire que tu dois, à chaque début de ta journée, définir ce qui va vraiment faire que tu seras satisfait à la fin de ta journée. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est vraiment corrélé au succès que tu peux avoir ensuite dans ton entreprise, ce que j'ai constaté en interviewant des gens. Mais ça suffit pas de les identifier, il faut les bloquer dans ton agenda, donc les time-boxer, prendre des rendez-vous avec toi-même pour petit à petit, pour vraiment les mener à bien. Pour pas que d'autres personnes mettent leurs propres tâches et leurs propres priorités dans ton agenda à toi. Ça, c'est la première chose. Et après, je donnerais peut-être 2 autres conseils qui sont intéressants parce qu'on les retrouve relativement rarement. Le premier, le deuxième, c'est celui que j'appellerais les tâches passives. Donc, il y a les tâches actives qui dépendent entièrement de toi et il y a les tâches passives qui dépendent juste de toi au niveau du brief. Donc, typiquement, quand tu dois déléguer quelque chose à quelqu'un ou que tu dois faire une demande administrative quelconque. Et là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en fait, dans le quotidien, la plupart des gens commencent par leurs tâches actives et finissent en dernier lieu par leurs tâches passives. Parce que, en fait, une tâche passive te fait sortir de ta zone de confort, tu dois te confronter à une réalité, à quelqu'un, à un brief, et ça demande forcément plus d'efforts. Mais le problème, c'est que ça décale forcément d'autant des projets parce que ça t'empêche de paralyser. Donc, il y a vraiment cet effort à faire qui est, tu regardes le matin ton agenda et tu regardes tout ce qui est tâches passives et c'est ça que tu lances en premier. Et puis, un troisième conseil aussi qu'on retrouve pas forcément énormément, mais moi qui est une notion qu'on a, sur lequel on a mis le doigt et qui nous aide beaucoup, c'est ce qu'on appelle les pénalités de procrastination. C'est-à-dire que tu dis, procrastiner, je sais que c'est pas bien, mais je le fais parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui... quand tu procrastines une tâche, c'est que cette tâche, a priori, te fait sortir de ta zone de confort. Donc procrastiner, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche vraiment d'avancer. Mais le fait d'avoir en tête qu'il y a des pénalités de procrastination, ça m'aide énormément à faire vraiment la tâche. Donc, ce qu'on appelle pénalité de procrastination, c'est soit des pénalités financières. Typiquement, tu procrastines une tâche, ou je sais pas, tu veux prendre un billet, tu le prends plus tard, tu vas payer beaucoup plus cher. Alors, comment tu mesures juste pour être sûr? C'est un peu le... Ouais, c'est pas vraiment que je mesure, mais c'est que je sais qu'il y en a aujourd'hui. C'est que je sais qu'elles existent, quoi. Et donc, pénalité financière, il y a pénalité de qualité, tu briefes quelqu'un trop tard, tu sais que tu vas avoir quelque chose de moins bien parce que tu vas imposer plus de délai. Tu as des pénalités de temps aussi, c'est-à-dire que tu dis, je book un rendez-vous chez le médecin, je le fais trop tard, il y aura presque plus de créneaux disponibles, donc ça va m'emmener beaucoup plus loin. Je sais qu'il y a des pénalités. C'est pas juste je le ferai plus tard et ça change rien, non, c'est je le ferai plus tard et ça va être beaucoup plus compliqué en plus à faire. Donc il y a vraiment, c'est une notion je trouve intéressante. Ouais, il faut qu'il y ait une conséquence pour que... Ouais, exactement. Ouais, c'est la pression qu'on a. Il y a une petite épée de Damoclès. Alors, comment ça va toucher à la fin? Est-ce que tu avais des conseils un peu plus généraux pour des gens qui se lancent? Ça, c'est plus un petit peu par rapport à tes expériences entrepreneuriales. Ouais, bien sûr. On a toute une série de principes de travail chez Loom qu'on a développé petit à petit. Il y en a qui sont intéressants à partager. Il y en a un, je dirais, c'est si tout le monde fait déjà quelque chose, c'est que c'est trop tard. Ça s'applique en particulier au domaine qu'on appelle l'acquisition. Quand les canaux d'acquisition ont été poncés et repensés par 1000 entreprises, il faut pas le faire parce que ça va coûter beaucoup trop cher et parce que les clients l'auront vu 1000 fois, donc ça n'a pas d'impact. Donc typiquement, je sais pas, nous, on va pas faire de Facebook Ads, parce que c'est d'abord contraire à notre philosophie, mais puis aussi parce que économiquement, ça c'est forcément absurde parce que tout le monde est dessus.
Et voilà, de toute façon, on va pas faire de blague pour le 1er avril parce que tu sais que si tu es consommateur, tu vas en recevoir 2000 par mail et donc ça n'a pas de sens. Voilà, un petit conseil parmi d'autres. C'est bien, ça montre aussi un peu votre état d'esprit. Oui, exactement. Et je sais pas si tu connais un peu Basecamp et un peu tous les livres qu'ils ont écrits, Rework, Remote et tout ça. Oui. Et, vous prévoyez pas, t'as pas envie, toi, d'écrire un peu un bouquin sur justement documenter ce genre de choses? Ouais. On partage énormément de cette philosophie. En effet, les bouquins de Jason Fried, où tous ces articles sont hyper intéressants. Et nous, c'est clairement une perspective dans laquelle on s'inscrit. Hein. Donc lui, il est typiquement anti ce qu'on appelle blitzscaling et vraiment dans la croissance lente mais solide mais sûre. Et je pense qu'on a besoin de discours comme ça. Et en fait, alors non, on le fait pas en livre, mais nous, on le fait beaucoup en article. On a un blog qui est très suivi, qui s'appelle La mode à l'envers, où on explique vraiment tous nos choix et notre état d'esprit. Et c'est intéressant parce que c'est aussi parce que nous, c'est des choses qu'on a envie de faire et puis c'est ça aussi qui nous fait connaître, quoi. Parce que les gens, ils nous suivent à la fois pour les produits qu'on fait, mais pour le discours qu'on porte. Ok, super. Écoute, je suivrai le blog. Non, mais ça m'intéresse vachement. Toutes les startups qui documentent ce qu'ils font, la manière de travailler, je trouve ça génial. Enfin, au-delà des questions de transparence, je trouve ça hyper inspirant. Et puis, ça permet aussi des fois d'éviter des écueils que d'autres ont parcourus ou avoir des bons conseils. Tu liras Pourquoi nous ne serons jamais une startup, qui est un article intéressant qu'on a mis sur le blog. Super. Alors, j'ai 2 dernières petites questions qui sortent un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que tu fais du temps, que tout ce temps que tu gagnes en étant plus productif? Alors, la tentation, quand on libère du temps, c'est d'en faire plus, parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris à faire, et c'est en gros la philosophie dans laquelle notre société tend à nous pousser, quoi. Donc j'ai du temps, donc je travaille plus ou je consomme plus et je suis un peu dans ce cercle vicieux, alors que l'idée c'est de se dire non, j'ai gagné du temps, donc je travaille moins et donc je vais occuper mon temps à faire des choses qui sont pas directement productives ou pas directement lié à la consommation, qui va m'obliger du coup en retour à travailler plus pour financer ce que j'ai dépensé. Donc c'est juste essayer de s'extraire de cette pensée, réfléchir à une perspective historique ou géographique. Historique, c'est cette notion de valeur travail, elle a que 2 siècles, elle date de la révolution industrielle, elle n'a jamais existé avant. Et puis, au contraire, c'était le loisir qui était valorisé. Et d'autre part, perspective géographique, où on est dans une situation française où clairement on a un état d'esprit qui est hyper orienté sur le fait que travailler beaucoup c'est bien et qu'il faut le montrer. Il faut aller plutôt voir ce qui se passe du côté de l'Europe du Nord ou de l'Allemagne ou même en réalité quelque part dans les pays anglo-saxons où travailler tard c'est pas bien. Oui, on dit que ça montre que t'es pas efficace ou qu'il y a un problème. Mais clairement, et après, c'est donc la responsabilité aujourd'hui de chaque créateur d'entreprise. Nous, c'est ce qu'on essaie d'insuffler chez Loom. De toute façon, moi, je dois souvent partir tôt pour aller chercher ma fille à l'école, mais en tout cas, montrer que non, on travaille pas beaucoup, on travaille intensément, mais pas de longues heures, et c'est ça qui est important. Ok, je pense que c'est un très bon conseil aussi. Et enfin, dernière question qu'on pose à tous nos invités. Si tu avais un side project, si tu en as un, ou si tu devais imaginer quelque chose que tu voudrais faire. Juste pour parler un peu écologie, c'est intéressant aujourd'hui, je pense que le principal geste, je suis pas le seul à le penser, mais le principal geste écologique que tu puisses faire, c'est d'investir consciemment ton argent. C'est-à-dire que tu laisses ton argent sur un compte en banque, a priori la banque va en faire des choses qui vont pas te plaire. Et surtout, même si tu l'investis concrètement, tu le mets sur une assurance vie, en fait, contrairement qui va être investi par exemple en actions, on a tendance à croire que c'est bien parce que ça va favoriser l'investissement productif. En fait, ça c'est une erreur. Non, mettre son argent sur une assurance vie ou acheter une action, ça favorise pas l'investissement productif, en tout cas sur un marché financier, puisque ça va tu vas acheter ton action non pas à une entreprise, mais à un autre actionnaire. Donc tu vas créer une bulle spéculative. Aujourd'hui, concrètement, le fait que le CAC 40, là, il dépassait 6000 points hier, ça aide pas les entreprises. L'argent, il va pas sur leur compte en banque. Ou en tout cas de façon très indirecte, peut-être avec les augmentations de capital, mais en tout cas, c'est un raccourci de pensée qu'on a.
alors que les entreprises, paradoxalement, elles ont besoin de cet argent. Et donc, nous, concrètement, la démarche qu'on a, alors après, chez Loom, on a fait un investissement participatif en faisant investir notre communauté, donc, et on a réalisé l'intérêt que ça a et la force que ça nous donne. Et donc, moi, s'il y avait vraiment un side project, ça serait se dire, en fait, il faut créer un vrai fonds d'investissement impact, pas les fonds d'investissement soi-disant impact qui existent aujourd'hui et qui font la fausse hypothèse que faire de l'environnemental et du social, ça va forcément favoriser le rendement financier. C'est pas possible. Et donc, le fonds d'investissement d'impact, ça serait d'aller de proposer à plein de gens qui ne savent pas où investir leur argent, d'investir leur argent sur ce fonds, et puis après, de l'investir dans des projets à impact. Et la grosse différence, c'est de leur dire, mais vous n'aurez pas on ne vous propose pas un rendement financier via une plus-value, puisque ça obligerait à revendre les actions et à pousser les boîtes à faire l'hypercroissance. Non, on vous propose juste des dividendes, qui n'est pas un gros mot, hein, mais dans les boîtes dans lesquelles vous avez investi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça existe quasiment pas. Enfin, déjà, il n'y a pas de fonds, de ce qu'on appelle quand je dis les fonds qui reversent des dividendes, ce qu'on appelle des fonds evergreen aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas. Et surtout aujourd'hui, les fonds, ils tirent leur argent des investisseurs institutionnels, donc des AXA, Amundi et compagnie, alors que ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir un circuit plus court. Voilà, donc ça serait un fonds d'investissement impact un peu nouvelle génération qui prend l'argent des particuliers et qui les réinvestit dans des boîtes à impact et qui promettent de verser des dividendes. Ok, super. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais encore une fois, je pense que je serai client de ça. Non, mais cet été, je me suis beaucoup intéressé à tout ça. Voilà, c'est un peu une digression, mais il me semble que j'avais lu un chiffre que 10 000 euros d'épargne dans une banque traditionnelle avait un équivalent carbone de sa consommation sur une année, quoi. C'est dingue, ouais. Et les gens, ouais, et personne n'a conscience de ça. Les gens pensent d'abord à et c'est normal, à leur consommation personnelle, parce que c'est ce qui se voit. Mais en fait, il faut penser que son argent épargné, il sert à investir. Et c'est ça qui est critique. Et il sert à investir, les banques investissent beaucoup dans les énergies non renouvelables, les énergies fossiles, énormément, plein de choses. Énormément. Pas vraiment d'avenir. Il y a la nef qui existe, mais c'est pas la nef, de l'épargne, mais pas de l'investissement. Voilà, la nef sur ce qui est côté prêt et emprunt, c'est génial. Nous, on a un emprunt de la nef aujourd'hui sur Loom. Ils nous prêtent de l'argent. Et en effet, pour les gens qui veulent investir une partie de leur épargne, c'est une vraie solution aussi. Super, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Donc, si les gens peuvent vous suivre, il y a le blog, tu me disais. Est-ce que toi, tu es sur les réseaux sociaux La mode à l'envers. Alors non, Loom est sur les réseaux sociaux, pas moi. mais s'ils veulent nous écrire, hello@loom.fr. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Alexis.